tout simplement parce qu'on est à l'automne 2018 et que c'est un moment qui s'impose comme celui du centenaire de la fin de la Grande Guerre, creusé de toute l'histoire du XXe siècle, inauguré tragiquement avec 10 millions de morts européens et 10% de la population française décimée. Donc 100 ans plus tard, l'Europe garde en mémoire cette terrible cicatrice fondatrice de son identité. Le Nord-Pas-de-Calais paya lui-même un lourd tribut, et de Ypres au bassin minier, c'est tout un territoire au cœur des lignes de front et ses habitants qui vécurent 5 ans au rythme de l'enfer quotidien d'une guerre totale, qui ne fut malheureusement pas, comme espéré, la der des der. Alors, grâce à la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, alors on peut vous proposer, oh bienvenue, on peut donc vous proposer cet automne 4 rendez-vous, donc à Esquelbecq, donc voici le premier, à Bergues, à Watten et à Wormhout, pour découvrir avec des spécialistes quelques aspects peu connus de la Grande Guerre. Alors j'en profite pour remercier Marie-Ange Olivier et la communauté de communes des Hauts-de-Flandre pour avoir organisé ce cycle qui, je le rappelle, finalement n'a pas d'équivalent en région, parce qu'en région, on ne va pas prendre le temps de faire un cycle de 4 rencontres autour de 14-18. Donc voilà, on comprend un peu pourquoi on n'a pas pris le temps, parce que c'est pas facile à déplacer le public, mais voilà, il faut le souligner, il va y avoir des grands hommages officiels autour du 11 novembre, etc. Mais l'idée, c'était de pouvoir sensibiliser le public, que nous sommes tous, à des questions qu'on se pose, et on a invité donc 2 spécialistes pour y répondre. Donc il y a Jean-Luc Kennecdu et René Van Tigelen, donc déjà que je remercie pour leur présence, à Esquelbecq. Alors, passionné d'histoire, Jean-Luc Kennecdu est co-auteur avec François Ollier de Hôpitaux militaires dans la guerre 14-18 à Isaac Éditions. Donc les livres sont sur la table, là on aurait pu en prendre à la main, mais bon voilà. Il y a 5 volumes, hein. Donc c'est un peu une somme sur le sujet. Jean-Luc Kennecdu collectionne les marques postales, et vous en saurez plus tout à l'heure sur les marques postales et leur importance dans la guerre de 14. René Van Tigelen est médecin-colonel. Il a plus particulièrement travaillé sur l'utilisation de la radiologie dans les tranchées. Il a fondé en 1990 à Bruxelles le musée belge de la radiologie, dont il est le conservateur. Il est titulaire de nombreux prix et il a reçu en 2015 le prix de la culture médicale de l'université de Gand. Alors, après cette présentation un peu succincte, j'avais une question assez générale à l'un et à l'autre. Comment vous est venue cette passion pour la Grande Guerre, puisque visiblement vous y consacrez quand même une grande partie de votre vie? Jean-Luc Kennecdu, peut-être? Je vais commencer succinctement. Donc moi, je suis collectionneur à la base, collectionneur de plein de choses. Et j'ai acheté un lot d'enveloppes dans les années 90. Un lot d'enveloppes avec des marques sanitaires, des marques d'hôpitaux, et je me suis dit, tiens, je vais les recenser. Et puis, je ne savais pas dans quoi j'avais mis les mains, puisque 10 ans plus tard, on était au début d'Internet, hein, il n'y avait pas encore une grande diffusion de tout ce qu'on trouve maintenant. 10 ans plus tard, je n'étais à 2000, et puis maintenant, on est à 10 000, quoi. Voilà. D'accord, effectivement. René Van Tigelen? En ce qui me concerne, j'ai voulu démarrer d'abord pour le centenaire de la découverte des rayons X en 1895. Et dans la foulée, évidemment, la guerre 14 approchant, c'est un moment très important pour la radiologie parce que c'était une discipline toute jeune. Et grâce ou à cause de la guerre, elle va avoir ses marques de noblesse. Et après la guerre, il n'y aura plus un hôpital, une polyclinique, un sanatorium qui n'aura pas au moins un appareil de radiologie. Alors pour faire cette transition, je me suis consacré à d'abord la radiologie en Belgique, mais évidemment il y avait la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et aussi les Allemands qui avaient participé à cet essor. Et c'est la raison pour laquelle j'ai cru bien de faire un livre, d'abord en français, et puis je l'ai étendu aux Alliés en anglais. Et il est tout à fait passionnant, ce livre. On apprend énormément de choses. Alors, on avait dit que Jean-Luc Kennecdu, vous expliqueriez ce qu'est la marcophilie. Parce que j'avoue que j'ai appris ce terme tout récemment. Oui, alors la marcophilie, ça s'étend à pas mal de choses. Ce n'est pas uniquement les marques militaires, hein,
mais c'est un domaine de collection qui concerne toutes les marques de franchise qu'on peut trouver sur un courrier. Donc forcément sur les courriers de la Poste aux armées, il y a plein de franchises, tous les, je dirais, pas seulement les corps d'armée, mais tous les groupements, jusqu'aux petites unités ont leur cachet de franchise. Ça peut être aussi dans d'autres domaines je dirais des cachets des terres australes quand les bateaux, les navires vont faire des expéditions polaires. Il y a des gens qui collectionnent des marques d'astrophysique, il y a des gens qui collectionnent des marques spécialement des armées, par exemple au Maroc ou en Algérie pendant la guerre d'Algérie. Enfin, c'est un domaine assez vaste. Et moi, donc, je me suis cantonné à cette partie du service de santé. Mais qu'est-ce qu'on apprend avec ces cachets pour la guerre de 14 ? Alors justement, moi je fonctionne un petit peu à rebours, puisque je pars de l'enveloppe et du cachet pour essayer de reconstituer l'histoire. On apprend pas mal de choses. Je dirais, moi j'ai appris comme ça qu'il y avait des hôpitaux anglo-éthiopiens dans le nord, enfin dans le Pas-de-Calais. J'ai appris qu'il y avait un hôpital sud-africain dans le sud. Et puis de fil en aiguille, on apprend qu'il y a eu beaucoup de monde et beaucoup de pays qui se sont investis dans cette guerre. L'autre fois, on parlait au téléphone des Brésiliens. J'ai découvert il y a peu de temps que les Brésiliens, non seulement se sont impliqués dès que les Américains se sont lancés dans la guerre, les Brésiliens ont suivi, comme beaucoup d'autres pays sud-américains, donc en 17. Mais avant cela, il y avait déjà des marques de franchise suite à l'arraisonnement des bateaux allemands par les navires anglais dans la zone des Falklands. Il y a eu des blessés, il y a eu des prisonniers allemands sur territoire brésilien, alors que le Brésil était à ce moment-là territoire neutre. Alors là, maintenant, on va essayer de planter un peu le décor et de rentrer dans le vif du sujet. Et pour cela, j'avais envie de vous lire un extrait des carnets de Georges Beaumont, qui était soldat pendant la Grande Guerre et qui témoigne. Donc c'est un blessé, il a été blessé, il témoigne. Alors il dit: « Je reviens à moi au poste de secours. Il y a des chirurgiens et des infirmiers. Ça gesticule dans tous les sens. Il y a des blessés qui arrivent, ça tourne, ça n'arrête pas, et ça tombe, et dehors, ça pilonne. Dans la nuit, une ambulance m'emporte avec 2 autres amochés. On roule toute la nuit, ça secoue, les routes sont épouvantables. On finit par nous lâcher dans un hôpital militaire bondé. Les blessés gisent dans tous les coins libres. J'en vois dans les couloirs, les lingeries, les salles d'attente. J'attends encore toute la journée, personne ne vient, je pourrais aussi bien crever. » Alors, ce qui serait peut-être quand même intéressant d'évoquer, c'est l'organisation de l'évacuation. Comment, en fait, il y avait des étapes. Comment, donc quelqu'un est blessé sur le front. Qu'est-ce qui se passe jusqu'au moment où il atterrit dans un hôpital et où il reste peut-être pas autant de temps que dans le témoignage? Alors, je vais commencer, puis comme ça, M. Tilleghem va rebondir là-dessus. Oui, parce qu'après, on verra à quel moment intervient la radiologie. Voilà. Déjà, il faut le ramasser. C'est la première chose et c'est pas la plus facile. Par les brancardiers, la recherche des blessés avec les chiens. Enfin, la première chose, c'est de le ramasser. Quand il peut pas revenir, hein. Il y en a qui reviennent tout seuls, évidemment. Il arrive au poste de secours. Les postes de secours, ils sont par régiment. Là, on va l'étiqueter. On va lui donner une fiche qui va le suivre, sur laquelle on va noter le type de blessure et s'il y a des pansements à faire, enfin un minimum d'informations. Et puis, en fonction de son état, on va traiter des choses rapides, on va mettre un pansement, ou on va le garder sur place, hein, ça dépend effectivement, comme je disais tout à l'heure. Parce qu'il y en a qu'on ne pouvait pas déplacer. Ah non, les blessures au ventre, on les gardait là. Il y en a qui étaient peut-être opérés là, certaines fois, mais la plupart du temps, on cherchait à évacuer quand même le plus vite possible vers l'arrière, vers une structure un petit peu plus lourde. L'étape finale, je dirais, de la zone des étapes, c'est la zone contrôlée par l'armée, étant l'hôpital d'évacuation. L'hôpital d'évacuation, c'est une grosse structure de triage, où on essaye de séparer les gens qui doivent partir vers l'arrière pour un traitement ou pour être réformés, de ceux qui peuvent rester, se refaire une santé et revenir rapidement vers le front. Donc là, il y avait des gares régulatrices avec des... donc là, on était quand même équipé avec... En général, c'est pas loin des gares, il y a des trains qui évacuent vers l'arrière. Les fameux trains bleus et rouges.
Alors, moi je ne connais pas cette classification, mais les trains, il y a énormément de trains. Il y a des trains, toutes les compagnies de chemin de fer de l'époque, puisque ce n'est pas la SNCF, hein, il y a les trains d'État, il y a les trains PLM, les trains Paris-Orléans. Chaque société met des trains à disposition. Il y a aussi ce qu'on appelle les trains sanitaires improvisés, où là, ça ne veut pas dire que c'est complètement improvisé, ça veut dire juste quand le train est assemblé à partir de wagons qui n'étaient pas destinés à ça. Hein. Mais progressivement, on arrive à des choses très, très pointues. Il y a des... je dirais des wagons spécialement couchettes, il y a des wagons pour blessés assis, il y a des wagons, il y a des salles de soins, enfin, voilà, ça se met en place, je dirais 14 c'est un peu compliqué, mais à partir de 1915, on a des choses quand même beaucoup plus construites, et le nombre de trains ne va pas cesser d'augmenter jusqu'à la fin de la guerre. Alors les trains bleus, les trains rouges, en fait, c'est les trains des blessés graves, les trains rouges, donc on met tous ceux qui sont très durement touchés, et les trains bleus sont ceux qui les blessés sont moins... Oui, alors bon, très honnêtement, les blessés gravement touchés, ils ne circulent pas beaucoup. Hein. Et en général, quand on peut, on les évacue par péniche. Parce que c'est un transport lent, mais qui se coupe pas. Oui, calme, voilà, exactement. Et alors, dans ces trains, il y a des wagons de radiologie, mais pas tout de suite. Alors, c'est arrivé quand? Non, je voudrais peut-être faire un petit marché en arrière. Premièrement, l'évacuation, au départ, préconisée par le général de l'Homme, l'inspecteur, c'était le tout à l'arrière. Donc, on ramasse le blessé, on essaye de faire quelque chose et on l'évacue sans beaucoup de traitement, je parle au début de la guerre, le plus loin en arrière, avec des retards de 3-4 jours avant de faire quelque chose pour le patient. Bon, beaucoup étaient morts déjà. Bon, ça c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, n'oublions pas que les écoles d'infirmières commençaient seulement à apparaître et que à cause de ça, et c'était souvent des femmes qui n'étaient évidemment pas réquisitionnées, ce qui veut dire que les brancardiers au front, en Belgique en tout cas, c'était 1, les séminaristes, 2, les instituteurs. Donc comme notion, je dirais, de soins médicaux, c'était quand même assez limité. Deuxièmement, comme vient d'être dit, l'affiche, etc., au poste de secours, on faisait les tout premiers soins, mais vraiment le minimum, pour permettre l'évacuation très rapide et très loin. Et ce qu'on avait oublié, et ce que Delorme a d'ailleurs reconnu, c'est la guerre des Balkans, où là, on a fait des postes sanitaires très proches du front. Il y avait des médecins chirurgiens de différents pays qui ont été là et qui ont prêché dans le désert à leur retour, quand ils sont revenus, tant en Belgique qu'en France d'ailleurs. Et ce n'est qu'au cours de la guerre qu'on va préconiser un rapprochement des unités sanitaires médicales vraiment à 10 ou 15 km du front. Et ça va être un très très grand progrès et ça va sauver énormément de blessés. Et dans ces structures qu'on rapproche du front, va apparaître la radiologie. Alors les brancardiers en France, en tout cas, c'était plutôt des artistes. Souvent, il y a des témoignages de compositeurs ou de peintres qui étaient brancardiers. Donc ils n'étaient pas beaucoup plus au fait de la médecine qu'en Belgique. Alors, la Croix-Rouge, est-ce qu'elle a eu un rôle important à ce moment-là en Belgique et en France? La Croix-Rouge devait avoir un rôle très important parce qu'il y avait une convention qui avait été signée entre l'armée et la Croix-Rouge. L'armée apportait les blessés aux gares et la Croix-Rouge amenait les trains et les évacuait où il fallait. Et quand la guerre est arrivée, la Croix-Rouge a failli à tout point de vue. On a amené les blessés aux gares comme convenu, il n'y avait pas de train. Donc ça a été un drame. Heureusement, la Croix-Rouge s'est repris rapidement et a mis de l'ordre dans l'affaire. Mais au départ de la guerre, ça a été une catastrophe. Il a fallu le temps de s'organiser malgré tout. Ouais. Oui, alors là on parle de la Croix-Rouge de Belgique, hein, j'imagine. Oui. La Croix-Rouge française, ça n'existe pas à l'époque. Il y a plusieurs associations. Enfin, ça existe, mais c'est pas, comment je dirais, pas dans la forme qu'on connaît actuellement. Je veux dire, par là, chaque pays en fait a une Croix-Rouge
enfin chaque pays signataire a une Croix-Rouge, mais derrière il y a un nombre d'associations qui peut être très important. En France, il y en a 3 principales, l'Union des femmes de France, l'Association des dames françaises et la Société de secours aux blessés militaires. En Allemagne, il y en a plus de 80, puisque en plus il y a les Landes, et chaque Land a son autonomie, quelque part, même enfin, surtout à l'époque. Et donc, en France, les femmes de la Croix-Rouge, il y avait un plan de préparation des hôpitaux auxiliaires. Elles étaient censées accueillir des blessés dès le mois d'août 14, mais progressivement, pas aussi vite que ça s'est passé. Et il y avait un plan d'ouverture progressive des hôpitaux auxiliaires. Il y en a plusieurs dans la région du Nord qui ont été balayés très rapidement, puisque 2 mois plus tard, on était envahis complètement. Mais bon, il y avait cette structure-là qui devait exister, qui a continué d'exister dans les régions à l'arrière. Et ensuite, les femmes de la Croix-Rouge qui n'allaient pas au front, normalement dans la zone des Étapes, on en croisait très peu. Alors, il y en a peut-être eu de façon anecdotique, mais enfin, l'essentiel des femmes de la Croix-Rouge était plutôt après le triage des blessés en zone des Étapes. Et là, effectivement, elles accompagnaient les blessés, que ce soit en train, en auto, en navire, etc. Et puis, on retrouvait d'autres missions. Il y avait des postes d'alimentation le long dans les gares, des postes de secours, enfin, un certain nombre d'endroits, puisque le cheminement du train était quand même relativement lent, il s'arrêtait assez souvent, ça permettait de refaire les pansements, de nourrir les blessés. Et donc elles intervenaient pour justement leur apporter des petits cadeaux, une petite carte pour expédier à la famille, un certain nombre de choses comme ça. Un réconfort, quoi. Et puis elles se sont, je ne vais pas dire professionnalisées, mais effectivement, avec la guerre, avec les horreurs qu'on a connues, elles ont dû faire face à des blessures de plus en plus difficiles à supporter pour elles, donc elles ont dû se professionnaliser. Et dans tous les hôpitaux auxiliaires, elles ont fait un travail remarquable. Même dans certains hôpitaux qu'on appelle bénévoles, qui étaient des structures privées. Oui, c'est ça. Il y avait des hôpitaux publics et des hôpitaux privés. Oui, en fait, il y a beaucoup de structures. Il y a des structures sous contrôle militaire, donc qui vont être les hôpitaux permanents militaires, qu'on peut connaître, l'hôpital militaire de Lille, par exemple, on est un. Après, il y a les hôpitaux qu'on appelait temporaires ou complémentaires, qui étaient aussi sous contrôle de l'armée, mais plus spécifiques à une guerre. Et puis ensuite, il y avait des hôpitaux qu'on appelle mixtes, qui sont des hôpitaux plutôt dans les petites villes, où les militaires avaient leur chambre, enfin leur étage ou leur bâtiment, ça dépendait des structures. Et puis de l'autre côté, il y avait les civils. Il y avait au tout début de la guerre, il y a eu énormément d'hébergements chez l'habitant, puisque on a eu un afflux de blessés très important, après la bataille de Charleroi notamment, puis ensuite en septembre. Oui, et d'ailleurs, moi j'ai appris en préparant cette rencontre que les blessés belges étaient évacués en France, pour certains, et d'autres en Angleterre. Donc finalement, l'Angleterre a joué un rôle important d'accueil des blessés, belges en tout cas. Oui, il faut savoir que les Anglais étaient déjà présents à Anvers avec un hôpital qui a échappé à l'encerclement, et c'était un hôpital uniquement, voire presque exclusivement composé de femmes médecins, de femmes radiologues, enfin bref, et qu'ils ont donc échappé. Et ils se sont retrouvés à Furnes, ils sont revenus, si je puis dire, à Furnes, et c'est là qu'il y a eu un hôpital très important, où d'ailleurs Marie Curie a apporté un équipement radiologique. Je ne dirais pas que c'est le premier, mais il faut savoir que Marie Curie, qui a eu 2 prix Nobel, excusez le peu, a pu engranger pas mal d'argent à cause de sa renommée, pour précisément, avec l'Union des femmes françaises, acheter des voitures, acheter l'équipement, disposer dans la voiture. Elle a fait donc les plans de l'équipement, et c'est déjà pas mal, je trouve, mais surtout avoir le courage de venir avec sa fille Irène, âgée de 17 ans, apporter cet équipement au front, tant en France qu'en Belgique. Et en Belgique, heureusement pour elle, c'est arrivé avant qu'on ne commence à jeter les gaz de combat, l'hypérite, parce que pour le même prix, elles en auraient eu pour leur gaz.
Et elle a eu le courage aussi, je parle donc de Marie Curie, de laisser Irène, une jeune fille de 17 ans, seule à expliquer au vieux barbon chirurgien comment ça utilisait dans le contexte de l'époque où les femmes déjà avaient un rôle difficile à se positionner. Je trouve ça remarquable. Marie Curie, donc elle faisait elle-même des radios sur les blessés, on voit des clichés dans votre livre, et elle écrit un livre qui s'appelle « La guerre et la radiologie », qui est paru en 1921. Et en fait, on n'a pas forcément conscience de l'importance de Marie Curie pour la guerre de 14. Non, c'est vrai d'ailleurs, mais dans ce livre, il y a une page que je connais par cœur, c'est à la page 99, où elle souligne que les machines, c'est bien, mais former les gens, c'est mieux. Il faut savoir que les écoles, je vous ai dit, les infirmiers, ça commençait seulement. Les techniciens en radiologie, c'était des anciens photographes, c'était des bricoleurs, de tout ce qu'on veut, mais il n'y avait pas d'école. La même chose pour les médecins. Ça a commencé très lentement, et en France, c'est par exemple le professeur Becler qui est considéré comme le père de la radiologie française. Mais ça commençait juste un petit peu avant la guerre. Donc la guerre va accélérer, va booster la radiologie, comme dans d'autres disciplines médicales d'ailleurs, mais dans le domaine de la radiologie, ça va booster dans l'enseignement, dans les techniques. On va abandonner les plaques en verre pour les films, grâce à l'apport des troupes américaines qui vont nous apporter le tube de Coolidge. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un tube qui permet une émission constante de rayonnement X et le film qui va remplacer avantageusement les plaques photographiques. Alors revenons aux hôpitaux. Donc à Esquelbec, il n'y avait pas d'hôpitaux, mais il y avait un poste d'évacuation sanitaire canadien en avril 1918. Est-ce qu'on pourrait citer tous les hôpitaux militaires autour d'Esquelbec ? Oui, alors nous, on a recensé les structures fixes, enfin fixes entre guillemets, parce que évidemment elles bougeaient un petit peu, mais on n'a pas recensé par exemple les postes de secours, les choses comme ça, parce que c'était très très mobile. Dans la région, moi je connais bien Arnequeux, il y a un hôpital chirurgical à Stanford, il y avait des structures d'évacuation françaises à Poperinge. Il faut comprendre que les grandes villes de la côte, que sont Boulogne, Calais et Dunkerque, avaient des statuts particuliers de forteresse. C'est-à-dire qu'il y avait un gouverneur militaire, et donc le commandement de ces villes était pas le même que celui des troupes dans les régions. Donc on a eu des comportements un peu différents d'une ville à l'autre, mais on s'est retrouvé avec des hôpitaux nombreux dans ces villes-là. À Dunkerque, au moins jusqu'en 1915, parce qu'après, ils ont été pas mal bombardés, et du coup, des structures ont fermé, enfin, c'était un peu compliqué, même s'il y avait beaucoup de navires hôpitaux, on n'imagine pas aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de navires hôpitaux à Dunkerque, dans le port. Certains à demeure, il y en avait un qui s'appelait le Phare, notamment, et d'autres qui étaient destinés à transporter les troupes, notamment anglaises, enfin, du Commonwealth, vers le Havre, vers Rouen, vers l'Angleterre éventuellement. Il y avait toute une mobilisation de ce côté-là pour évacuer les blessés assez loin du front. Mais ces trois villes avaient vraiment des rôles différents. À Calais, ils ont été embêtés, embêtés entre guillemets, par les réfugiés belges. Il y a eu un afflux de réfugiés belges monstrueux sur Calais. Dès le début, dès août 14, dès l'invasion allemande, au point qu'on a recherché à avoir des infirmières. Il y a eu des appels dans les journaux à Londres pour recruter des infirmières parce qu'on manquait de personnel. Et puis progressivement, la région du littoral a été placée sous contrôle belge, en dehors de ces villes dont je parle. Et on s'est retrouvé avec énormément d'hôpitaux belges, notamment à Calais. Il y en a eu plusieurs dizaines. Il y en a eu sur les villes autour. Il y a eu beaucoup, comme les Anglais et les troupes du Commonwealth, c'était très présentes. C'était leur territoire, c'était le nord de la France, depuis la Somme. On a eu énormément d'hôpitaux. Tout le monde, beaucoup de gens ont en tête Étaples. Il y avait un grand plateau à Boulogne avec énormément de baraquements aussi. On avait une région très très riche en hôpitaux.
Et d'ailleurs, dans votre livre, ça prend 6 pages autour d'Esquelbecq. Alors j'ai noté, j'ai relevé, hein, il y a Berck, Bourbourg, Dunkerque, Hasbrouck, Lefrancouc, Steenvoorde et Berck. Oui. 6 pages, rien que pour cette région, ce qui est pas mal, parce que bon, le livre est épais, mais quand même. Ah ouais, 300 pages, mais... Oui, et puis on parle de toute autre chose aussi que de absolument. cette petite région. Donc ça veut dire aussi que c'était une région extrêmement importante en termes de Mais vous soins. remarquerez que ce que je disais tout à l'heure, les hôpitaux, on commence à les voir à 15-20 km du front. Ah bah oui, c'est logique, puisque... Voilà, il faut juste pouvoir- avant, c'est évidemment des postes de secours, il peut y avoir des structures un peu plus élaborées, mais enfin, l'essentiel se fait à partir de 15-20 km du front. Et on va voir aussi que les hôpitaux vont se spécialiser. Par exemple, en ce qui concerne la Belgique, il y avait à Calais un hôpital pour la rééducation, très important. En France aussi, bien entendu. Je veux dire, l'armée française aussi. Donc, ou les poumons. Il y a aussi des hôpitaux pour les gazés. Ils vont se répartir un peu la pathologie dans toute la France, parce qu'il y en a dans le sud de la France, même à la Côte d'Azur. Hein. Oui, j'ai vu qu'il y en avait en Bretagne aussi. Il y en a partout, il y en a eu en Corse, il y en a énormément. Il y en a même au Maghreb, il y a eu énormément d'hôpitaux partout. Nous, on a recensé 10 000 structures. Oui, c'est ça, c'est pas mal, effectivement. Donc uniquement sur la métropole. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Mais effectivement, et parfois, il y a des hôpitaux où on retrouve différentes pathologies, ça dépend des bâtiments. Vous avez un bâtiment de contagieux, un bâtiment de gazé peut-être. Alors justement, à propos de pathologies, quelles étaient les principales pathologies qu'on pouvait retrouver pendant cette guerre? Une pathologie qui va être déterminante, c'est le battle stress, donc le syndrome post-traumatique, le stress post-traumatique. Et ça va déboucher sur un début de traitement. Au début, il faut savoir que on pensait que c'était des gens qui étaient pas courageux, des simulateurs, etc. Bon. Et que c'était des gens qu'il fallait essayer de convaincre, d'abord par la persuasion, si pas par la force, de retourner au combat. Au début, il y avait même une thérapeutique un peu exagérée. C'était, si tu ne retournes pas, fusiller. Bon, c'est radical. Oui. C'est radical. Il faut savoir que c'était à peu près comme ça que cela se passait. Si ça n'allait pas, conseil de guerre, et il y a eu, je crois, 3000 condamnés à mort, dont au moins 500 ont été fusillés. C'est quand même important. Alors, les différents pays ont essayé, dans le domaine de la psychiatrie, ou de la psychologie, c'est selon, ont essayé d'aborder ça en faisant apparaître que ce n'était pas des simulateurs, que ce n'était pas uniquement somatique, parce qu'on croyait que c'était des gens qui étaient prédisposés à ça. Et on a tout doucement abordé l'aspect psychologique. Et dans les différentes armées, tant en France, mais peut-être un peu plus en Angleterre, ils ont préconisé d'envoyer des psychiatres au front, un peu comme on a fait pour les chirurgiens, les envoyer des antennes chirurgicales au front, envoyer des équipes psychiatriques au front. Donc ça a été une pathologie qui a, je dirais, eu un rôle important et pour lequel il y a eu des débouchés, je dirais, positifs. Oui, et c'était la première fois dans l'histoire. Ça allait durer... Non. Il y avait le vent du boulet du temps de Napoléon. Oui, mais c'était la même chose. Et la plus vieille description du battle stress, c'est Hérodote, je pense, à la guerre de Marathon, qui décrit, sans pouvoir l'expliquer, bien entendu, qu'un guerrier a une cécité post-traumatique. Il ne voit plus, mais on ne sait pas l'expliquer. Donc c'est à ma connaissance, le cas le plus ancien décrit. Mais on va prendre à bras le corps réellement le problème pendant la guerre 14. Alors il y a évidemment les gazés, il y a les progrès qui vont se faire dans la transfusion, dans l'orthopédie, on en a déjà dit un mot. Donc il y a pas mal de pathologies qui, à cause ou grâce à la guerre, vont être mieux traitées et pour lesquelles on va trouver des solutions adéquates. Alors il y avait aussi les sourds à cause du bruit, qui s'est beaucoup développé. Oui, bien. Oui. Et puis aussi les aviateurs, parce que finalement, avant 14, on n'utilisait pas l'aviation, et les aviateurs ont développé des troubles que les médecins avaient du mal à cerner.
Oui, un trouble particulier, c'est au cours des vols de nuit, parce qu'évidemment, ils n'ont pas beaucoup d'éclairage. Et il y a une tendance, quand on vole en escadrille, de se rapprocher. Et évidemment, si on se rapproche trop, on tombe. Donc ça a été un problème, je dirais, aéronautique important qu'ils ont dû pouvoir réaliser. C'est pas un trouble, mais c'est physiologique, quoi. Il fallait en tenir compte, évidemment. Alors, il y avait aussi l'anxiété, hein, on retrouve ce que vous disiez tout à l'heure, la fatigue, l'insomnie et les palpitations. Parce qu'avec l'altitude, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout l'habitude de soigner. Donc ça a été important. Il y a aussi une pathologie qui était dramatique, c'est les gueules cassées. On avait beaucoup de gens qui perdaient des morceaux de visage, voire qui avaient le visage complètement traversé. Ceux qui ont vu le film récemment, là, c'est tout à fait ça. Et si vous avez la chance d'aller au Val-de-Grâce, à Paris, il y a un musée, enfin une petite des vitrines qui parlent de ça et de l'évolution de la chirurgie plastique qui est très très intéressante. On voit justement l'évolution des prothèses avec la guerre, tous les métiers de la stomatologie qui se sont mis en place justement pour tout le bas du visage. Enfin, il y a tout un travail sur le travail des yeux aussi, hein, pour les prothèses, pour remplacer les yeux. Enfin, oui, puis les amputations. Puis les amputations. Ouais. Les blessures sont graves. Hein. En général, quand on est au front, c'est pas les balles qui font mal, hein, c'est à moins d'être contaminé par autre chose. Mais ce qui fait mal, ce sont les éclats d'obus, hein, puisqu'ils arrachent les chairs, ils sont passés dans la terre, où dans la terre il y a la souillure des autres corps d'avant. Enfin, c'est une abomination. Donc, Alors, on a parlé des blessures, mais on n'a pas encore parlé des maladies contagieuses. Parce qu'il y avait la tuberculose, il y avait le choléra, il y avait la peste. Et donc, du coup, les premières vaccinations de masse, c'est autour de prophylaxie, ouais. Je pense que c'est début de la guerre. Je pense que c'était pas encore très au point, mais je dirais ça, c'est venu assez vite. Hein, vers fin 14, je pense qu'on avait déjà des vaccinations Pasteur existait déjà. Hein. Oui, ouais. Mais je pensais à la vaccination de masse, c'est-à-dire systématique. Ouais. Je pense qu'il n'y avait pas les quantités au début de la guerre, puis ni l'idée d'ailleurs de vacciner comme ça en masse. Ça s'est fait des deux côtés, hein. D'ailleurs les Allemands aussi vaccinaient fortement. Hein. Il y avait tout un système aussi de nettoyage des vêtements avec des machines à vapeur. Enfin, il y avait tout un travail de blanchisserie. Sur les maladies contagieuses, il y a aussi beaucoup tout ce qui est l'armée d'Orient. Puisque à Salonique, les gens sont plus morts finalement de maladies que de blessures, par le typhus, par les moustiques, D'accord. Alors là, c'est le moment de parler de la grippe espagnole, cette fameuse grippe espagnole de 1918 qui a fait environ dans le monde 50 millions de morts, ce que j'ai trouvé un peu effarant. Plus de 30 000 décès dans l'armée française et sur 400 000 militaires engagés. Donc, cette grippe espagnole, comment la médecine militaire l'a-t-elle prise en compte? Oui, en fait, c'est un problème civil, hein, parce qu'elle n'a d'espagnol que le nom. En fait, elle a été importée par les troupes américaines et la population européenne, tant civile que militaire, étant particulièrement affaiblie. On peut comprendre que ça a fait des ravages énormes. Donc ce n'est pas réellement un problème, je dirais, militaire, c'est un problème de tout sanitaire, je dirais, européen. Et je pense que le chiffre de 50 millions est un chiffre inférieur. Je crois qu'il a été supérieur à ça. On ne connaît pas le chiffre exact total, mais je pense qu'il y a certains auteurs qui parlent de 100 millions. 100 millions? Oui, ils ont apporté des bonnes choses et puis des moins bonnes, effectivement. C'était un secret militaire au départ et ça a été inventé par une indiscrétion en Espagne. C'est pour ça qu'on appelle ça la grippe espagnole. Mais ça ne vient pas d'Espagne. Et c'est jamais passé par l'Espagne? Oh, il y en a eu peut-être des cas, oui, mais c'est pas eu à la base. En Espagne aussi. Hein. Oui, mais c'est pas eu à la base, quoi. Je crois que c'est un diplomate qui a été indiscret et qui a là. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venus jusqu'à nous, donc Jean-Luc Kennecdu et René Van Tigelen. Bon, je rappelle quand même que vendredi prochain,
Nous continuons notre cycle. C'est au musée du Mont-de-Piété de Bergue et on parlera à 19h. À 19h, en tout cas, c'est l'heure annoncée. Je ne sais pas, après, avec Marion, il faut voir si on change l'heure, mais bon, voilà. Et on parlera de la nourriture au front et à l'arrière, de comment on se nourrissait. Donc, un sujet de vie quotidienne sur l'alimentation.